Surtout les Françaises, on est habitué à la drague. Ça fait partie de la culture. Après avoir été élu président, Jacques Chirac aurait dit « À partir de maintenant, toutes les Françaises m'appartiennent ». Nous étions donc tous un peu confus lorsque Harvey Weinstein a été, en 2017, publiquement accusé. Car il n'était pas le seul. But you wouldn't believe the worst without evidence, would you? You wouldn't rush to judgments without facts, would you? Mais nous aurions dû savoir. Chez nous, il y avait déjà eu quelqu'un qui avait dit bien avant « MeToo ». Moi aussi. Le 14 mai 2011, le directeur général du FMI à New York avait été arrêté pour avoir agressé sexuellement la femme de chambre Nafissatou Diallo. Le lendemain, quelque chose de tout nouveau se produisait en France. Ce jour-là, en effet, une victime disait pour la première fois « moi aussi ». C'était le 15 mai 2011. May the 15th, 2011. It was the first time I heard the expression me too, moi aussi in French. It was a young French journalist named Tristan Banon who had finally found the courage to speak up about an attempted rape in 2007 by the powerful Dominique Strauss-Kahn. But was she thanked for it? No, she got shunned by everyone in France. It appeared that equal rights for men and women had been far from normalized in Europe. Aujourd'hui, je ne sais plus très bien qui je suis. Je crois que je deviens folle. Quand je suis lucide, que je regarde ma vie, tout ce gâchis, je me dis qu'il faudrait peut-être avoir le courage d'en finir. Je suis amaigrie, cernée, creusée, diaphane, moche. Mais je peux me regarder dans une glace. Je suis propre. Je n'ai pas menti. Jamais. Voici un programme de télévision datant de 2007. Tristan veut raconter la vérité, mais le nom de Strauss-Kahn est censuré par la rédaction. Moi, c'est avec qui ça s'est très mal passé. Voilà, c'est ça. C'est avec... Il adore, le chimpanzé russe. Il est obsédé par les... Non mais c'est vrai, on le sait. C'est vrai. Il est obsédé par les gonzesses, non mais sérieusement. Même enfin, à l'Assemblée nationale, il n'y a plus aucune petite nana qui veut s'occuper de son bureau. Le présentateur se dit « ça va mal tourner ». Personne n'aurait apprécié la séance de psychanalyse forcée d'une jeune femme pas encore complètement guérie. Je n'étais ni à la gendarmerie ni chez mon analyste. Chez eux, j'aurais crié librement, peut-être même hurlé en espérant que ça sorte complètement. Le faubourg Saint-Honoré n'était pas la bonne adresse pour les larmes. Il y a quand même quelque chose à... Et comment ça s'est passé alors? C'est un appartement vide. Ah là là. Il a gentiment fermé la porte. J'ai posé le magnétophone tout de suite pour enregistrer. Il a voulu que je lui tienne la main pour répondre, parce qu'il m'a dit « je n'y arriverai pas si vous ne me tenez pas la main ». Et puis après, de la main, c'est passé au bras, et c'est passé un peu plus loin. Donc j'ai tout de suite arrêté. Non mais quand on te voit, c'est vrai, bon... Je suis arrivée là-bas, j'avais un col roulé noir. Alors d'accord, Je suis reparti, j'étais en string, c'est ça? ça fait peut-être triper les mecs un col roulé noir, mais il faut arrêter. Et après, surtout, c'est que ça s'est très très mal fini, parce qu'on a fini par se battre quand même. Donc ça s'est fini très très violemment, puisque je lui ai dit clairement... Ah non, mais on s'est battu au sol, pas qu'une paire de baffes. On a donné... Enfin, moi, j'ai donné des coups de pied. Il a dégrafé mon soutien-gorge. Il a essayé d'ouvrir mon jean. Mais tu vois, ça, c'est la connerie. Ça a très mal fini. Mais moi, ce qui m'a marqué... S'il fait ça, il peut faire n'importe quoi. Bon, moi, j'ai fini par partir. Il m'a envoyé tout de suite un texto en disant « Alors, je vous fais peur ». Ils avaient attendu que les lumières soient éteintes, les caméras baissées, l'enregistrement stoppé. Ils avaient attendu tout ça pour me dire « On sait, mais... » Mais quoi? Mais il ne fallait pas faire de vagues, surtout ne rien laisser fuiter vers le peuple. Seule l'élite pouvait connaître, seule l'élite savait tenir sa langue. Et puis ce n'était rien, ou si peu de choses. C'était connu, nous étions tous au courant. Mais personne ne faisait rien. Et toujours pas. Aux États-Unis, au moins, des têtes tombent. Mais ici, les femmes doivent se taire.
Tristan se surnommait elle-même la fille du silence. Mon idée, c'était quand même qu'à partir de ce que je vivais et qui était cette solitude extrême et ce moment complètement dingue, parce que c'est un moment qui ne devrait pas arriver dans une vie normale, je me suis dit que le seul moyen d'en tirer quelque chose, c'était d'en faire un objet littéraire, parce que c'est la seule chose que je savais faire. Et je me suis dit que c'était le moyen de consigner quelque part ma vérité de cet instant, parce que je ne raconte pas les faits dedans, je raconte vraiment le moment qui a précédé la plainte et cette solitude complète de cet instant où le monde entier tout d'un coup vous regarde et se focalise sur vous. J'étais la première qui a dénoncé. Mais malheureusement, il n'y avait pas de MeToo, parce que MeToo, c'est moi aussi. J'aurais aimé qu'il y ait ne serait-ce qu'une personne pour dire moi aussi. On les a eus, on a eu des, entre guillemets, des MeToo. On les a eus, mais quand je dis on, c'est mon avocat David Koubi et moi-même. Mais on les a eus en privé et sous réserve de ne pas laisser leur nom sortir parce qu'elles avaient peur. Parce qu'il y a une tradition française, c'est de se dire que tout ce qui se passe dans la chambre à coucher et par extension tout ce qui concerne la sexualité est du ressort de la vie privée. On prend souvent comme exemple le fait de dire que donc si je tue mon voisin dans ma chambre à coucher, je peux. Et là on me dit bah non, c'est illégal. Agresser et violer aussi, c'est illégal. Voilà, en France comme ailleurs. On a un peu plus de mal à l'admettre en France. Et on dit très tôt aux jeunes femmes que pour séduire les hommes, pour trouver des bons partis, pour plaire, elle doit se maquiller, elle doit se mettre des jolies tenues, alors que non. Elle peut aussi se maquiller et s'habiller pour elle, juste pour elle. Après bien des années de silence et de thérapie, Tristan se bat maintenant chaque jour. Elle est même modèle pour une marque de mode avec qui elle a inventé le slogan « Jamais peur ». Ça, c'est magnifique tu aussi. T'as ça. Mais je l'avais essayé d'ailleurs, je crois. Voilà. Ça aussi, c'est 24 pour le coup. C'est pas mal aussi. Tu vois, c'est des beaux imprimés. Qu'elle a vécu des choses qui collent un peu à l'image que je veux donner de ma collection et de l'image de ma marque. C'est une fille déjà qui se relève un petit peu de tout, qui n'a pas peur. Donc, c'est pour ça qu'on a trouvé le slogan du « Jamais peur ». Et elle va devant. Bah, top. Alors, elle n'a pas peur de ses opinions. Comment tu te sens? très bien. On est hyper Tu bien te sens dedans. bien? Ouais, il est On est top. hyper bien dedans. Vraiment. En France, on essaye souvent de nous expliquer que la femme est responsable du désir qu'elle suscitait chez l'homme. Donc, la façon dont elle s'habille véhicule des messages qui seraient presque, à écouter certaines personnes, des messages d'autorisation. Ce qui veut dire globalement que dans la tête de certaines personnes un peu secouées du bocal, selon moi, si on met une mini-jupe, ça veut dire qu'on a envie de se faire violer. Mais bien sûr, Oui, bien sûr. mais bien sûr. Et nous, on n'est pas d'accord. On peut vouloir mettre une mini-jupe juste parce que l'image que le miroir va nous renvoyer de nos petites jambes qui prennent le soleil en été parce que c'est chouette et que c'est l'été, et ben ça nous plaît. Aujourd'hui, tu dis « il ne faut jamais avoir peur ». Mais pourquoi tu ne l'as pas accusé tout de suite à l'époque, Tristan? Toi qui es aujourd'hui l'héroïne de tous les cas de MeToo en France. Il y a quelque chose qui est compliqué à gérer et à vivre. C'est quelque chose de compliqué à vivre, d'avoir cette impression que tout le monde connaît votre intimité. C'était lâche, je le sais. Le ciel se fait pâle. Nuage blafard qui annonce le matin. Il faudra bien dormir un jour, Tristan. Ton corps ne supportera plus longtemps la culpabilité qui laisse le méchant rire de toi, de ta lâcheté, de tes craintes. Je sais bien qu'un jour, il faudra trouver le courage d'aller combattre, même si je n'ai jamais su manier les armes. Il le faudra, car le sommeil ne reviendra jamais sans ça.
Tristan Banon. Voilà. Merci. Hey. Non, plateau. Voilà. Ouais. Bravo, sourire. Super, merci. Tristan, regarde un peu. Montre. Ah, c'est marrant. Non, mais alors attendez, maintenant je vais vous prendre à votre propre jeu. Vous allez tous défiler là-dedans. Si. Allez. Au suivant. Au suivant, les photographes là qui nous demandaient tout le temps. Allez, hop. Quand tu as dit pour la première fois en 2011 « moi aussi », très peu de gens t'ont soutenu. Très peu de gens, à l'exception de la présentatrice Virginie de Closade, qui t'a invité dans son programme radio et qui t'a alors présenté en direct de la façon suivante. De New York à Paris, du Cap Horn à Delhi, son nom sur tous les modes, sur tous les tons, sur toutes les lèvres. Nous, Kidam, ordonnait de prendre parti, d'avoir une théorie, de donner notre avis. Pourtant, la donzelle existait avant, depuis déjà un certain temps, mais pour des soucis d'occupation frénétique, il était plus simple de balayer, rayer, d'exécuter un passé antinomique avec un mensonge étatique. Sans passion, mais avec raison, je suis très heureuse d'être l'amie de Tristan Banon. On savait que l'histoire était vraie, mais tout le monde savait que l'histoire était vraie, quoi. Pendant des années, c'était une histoire parmi plein d'histoires. Et en 2011, quand l'autre il s'est pas rangé sa quéquette, et que, comme on peut pas avoir la demoiselle à New York en interview, on tombe sur le coin de la gueule de Tristan, mais c'était un scandale. C'était scandaleux, quoi. Mais c'était vraiment scandaleux. Alors qu'on le savait tous, mais vraiment, on le savait tous. C'était scandaleux de laisser traîner cette fille dans la boue, parce qu'à la limite que les mecs n'aient pas pris position pour Tristan. D'accord, mais nous, les bonnes femmes, quoi. Nous. Ils n'étaient pas nombreux à tenir ce discours en 2011. Ils étaient très peu. Ça se compte sur les doigts de deux mains. Dans toute l'intelligentsia, entre guillemets, parisienne. Et donc, je viens d'apprendre que je fais partie de l'intelligentsia parisienne. Je suis sûre. Le samedi matin, il est 9h et on parle du babouin à la télévision. Il est super-héros, messie, sauveur. Les spécialistes de l'anticipation le disent capable de tout. C'est lui qui redressera le pays, baissera les impôts, comprendra les plus faibles et apportera le bonheur et le repos dans chaque foyer français. Merveilleux babouin. On le montre en photo, en action, aux quatre coins du monde. Superman. La plainte de Tristan a été finalement classée sans suite par le tribunal, en raison de manque de preuves. Une condamnation pour agression sexuelle aurait pu être possible, mais Tristan ne voulait pas se contenter de moins qu'une tentative de viol. Et la femme de chambre à New York a conclu avec Dominique Strauss-Kahn un accord à l'amiable. Est-ce que tout ça a été pour rien ? Et en France, souvent les poubelles sont ramassées par des Noirs, souvent. Ouais. Et en 2011, les hommes qui ramassaient les poubelles, quand ils me voyaient dans la rue, ils s'arrêtaient, ils descendaient et ils venaient me saluer. Et ils me disaient merci pour ce que vous avez fait. Parce qu'ils avaient, pour eux, j'avais aidé une des leurs. Ah oui. Une femme en bas de l'échelle sociale et noire. Donc voilà, j'étais l'héroïne des ramasseurs de poubelles. Donc j'adore les ramasseurs de poubelles. Là où moi j'ai dit moi aussi, quelque part, là où j'ai dit MeToo en premier, c'est qu'à partir de là, j'ai décidé de porter plainte. Et ce courage-là aussi. Le seul moyen d'arrêter d'être victime, c'est de porter plainte. Parce que quand on porte plainte, on reprend le pouvoir. On reprend le pouvoir sur celui qui nous a fait du mal. Je suis absolument certaine que le seul moyen d'arriver un jour à une véritable égalité entre les hommes et les femmes, c'est que les femmes soient autant solidaires entre elles que les hommes le sont entre eux. Et c'est la solidarité qui sauvera les femmes, et c'est le manque de solidarité dont on crèvera. The Me Too movement has a hidden legal issue, the difficulty of proving what goes on between two people. This is why many women seek confirmation from one another by saying, me too. In a way, the Me Too movement is a reckoning with the 1960s when people believed anything sexual should be possible.
At the same time, though, they were fighting for equal rights between men and women, a battle that is far from over to this day. Valentina era così felice quando ha saputo di essere incinta, addirittura 2 gemelli. Ma dopo 19 settimane le cose si sono messe male. È morta in ospedale, in agonia. Un aborto avrebbe potuto salvarla, ma il suo ginecologo era un obiettore di coscienza che sentiva ancora un battito cardiaco. A Valentina non hanno nemmeno somministrato degli antidolorifici. Dottore, datemi aiuto, sedatemi, non ce la faccio più, sedatemi, non ce la faccio più, gridate. Possono forse sembrare pratiche medievali, ma noi donne italiane lo sappiamo bene. Anche se l'aborto è nostro diritto, è una vera impresa riuscire ad ottenerlo in questo paese. Ben il 70% dei ginecologi italiani si rifiuta di eseguire un aborto, invocando con successo la Costituzione che difende i diritti umani inviolabili, e così è la donna a non essere protetta. La famiglia è insostituibile. Qui a Verona, al Congresso internazionale della famiglia pro-life, c'è pieno sostegno per i medici obiettori di coscienza. I partecipanti mostrano cartelli che paragonano l'aborto al genocidio. L'aborto è un crimine, lo è sempre stato, perché dal concepimento fino al 9° mese di gravidanza è il bambino che sta in un grembo materno, sente tutti i movimenti della madre e del padre, ascolta le voci già dal 4° mese, quindi per me è un crimine contro l'umanità. Qui è al potere una sezione ultracattolica della Lega Nord populista. Il leader del partito, Matteo Salvini, è uno dei relatori al Congresso. Le femministe che poi parlano di diritti delle donne e sono le prime a far finta di non vedere qual è il primo, unico, grande, reale pericolo nel 2019 per i diritti, le conquiste sociali, la libertà di lavorare, di parlare, di studiare, di vestirsi come si vuole, che non è il Congresso mondiale delle famiglie, ma è l'estremismo islamico e quella subcultura islamica per cui la donna vale meno che zero. Deliberatamente Salvini non parla del diritto che ci vuole strappare, il diritto all'aborto. E la maggior parte delle persone per strada preferisce non dire di essere contrarie all'aborto. No, non sono contrari a qualcosa, sono favorevoli a qualcosa, alla famiglia. Sono qua perché sono convinto che ci sono dei valori importanti da rispettare. La famiglia è uno dei valori più grandi e assoluti. Noi crediamo solamente nella famiglia. Visto che i nostri giovani hanno perso un po' il valore, cerchiamo di scaldargli un attimo i cuori e dire che la famiglia è importantissima. Ma attenzione, chi qui dice di essere favorevole alla famiglia intende quella composta solo da un uomo e da una donna regolarmente sposati e benedetta da tanti bei bambini. La famiglia tradizionale che è deve mettersi a riparo da queste nuove tendenze che sono spesso delle mode, spesso fuorvianti. È in pericolo la vita come la pensate voi? Ma sono periodi storici che si ripetono, può essere anche un pericolo, sicuramente non è una cosa naturale. Che cosa non è naturale? Immagino da come riprendevano. Prima riprendevano spazi dove non c'era nessuno. Prima dai, giratevi in là qualche volta a guardare quanta gente c'è e dietro al portone della Bra. Dio, patria e famiglia. Può sembrare un paragone banale, ma oltre 80 anni fa il leader fascista Mussolini pronunciava in modo infuocato le stesse parole dalla stessa piazza. Mussolini, l'uomo che aveva fatto incarcerare le donne ribelli che non volevano ubbidire ai mariti. Ci manca l'aria a sentire questi racconti. Ogni minaccia al diritto di aborto è un segnale d'allarme. Chi si fa gioco del diritto di aborto vuole tornare indietro nel tempo.
a quando le donne sapevano ancora stare al loro posto. Noi continuiamo la nostra battaglia perché noi sappiamo di non essere una minoranza, ma di dar voce a tante persone che non possono parlare. Persone che non possono parlare. Sì, lui intende il feto, che è intoccabile, anche se costa la vita delle donne, come quella di Valentina. Se Valentina avesse abitato a Roma, forse ora sarebbe ancora viva. Se avesse bussato alla porta di una femminista della prima ora. Pronto? Elisabetta? Sì. Ciao, ti disturbo? Oh, dimmi. La ginecologa potrebbe comodamente andarsene in pensione, ma lei non ha tempo per la pensione. Il suo telefono squilla giorno e notte. Sempre più donne da ogni parte d'Italia riescono a trovarla quando il loro medico le abbandona, appellandosi all'obiezione di coscienza nei confronti dell'aborto. Oh, belle signore, come state? Che piacere. Grazie. Come va? Elisabetta ricorda con tanta tenerezza la sua giovinezza, quando cercava di sabotare in modo molto innocente gli usi conservatori dell'epoca. Io ho le mie foto del liceo. Nella prima foto io porto il grembiule nero, perché da noi al liceo in quegli anni le donne portavano ancora il grembiule nero e gli uomini invece, i ragazzi erano liberi dal grembiule, il grembiule era solo per noi. E nella prima foto io ho il grembiule abbottonato, poi ce ne sono due col grembiule mezzo aperto, la penultima ho il grembiule aperto e rido, all'ultimo anno non abbiamo più il grembiule. E lo facevamo di nascosto, nel senso che i professori si alzavano e ci dicevano chiudi il grembiule, come si risedevano noi lo aprivamo. Siamo in tante, siamo più della metà, lo siamo sempre state in questa umanità. Siamo in tante, siamo più della metà, ma non contiamo niente in questa società. E se siamo separate, ciascuna a casa sua. Siamo le streghe che non siete riusciti a bruciare. Con questo slogan Elisabetta e le sue amiche da giovani si sono lanciate nella lotta politica per i diritti delle donne e per l'aborto. Eccola qui la giovane Elisabetta con il suo cappello da strega. È stata una lotta lunga, ma anche allegra. Io sono nata al femminismo in anni in cui non facevamo entrare gli uomini da nessuna parte. Il 12 lo diamo al Teatro Belli. Ma non perché fossimo le odiassimo particolarmente. Io questa cosa che le femministe odiano gli uomini la trovo anche questa una bugia. Non li facevamo entrare perché avevamo bisogno di raccontare. Quella volta che magari qualcuno ci aveva toccato il sedere e non volevamo che un uomo ci guardasse dicendo ma magari ti è piaciuto. Questo non ci poteva succedere. Elisabetta si affligge perché la lotta per i diritti delle donne non è ancora vinta. Il movimento MeToo è fondamentale. È molto difficile denunciare una molestia, è molto difficile denunciarla dopo tanti anni. Non è facile per le donne. E questo dire MeToo si accompagna a io ti credo, sorella. Perché il problema è anche che poi non vieni creduta, che è disdicevole raccontare una molestia nei confronti degli uomini di potere, nei confronti dei parenti. E le donne sono sempre colpevoli, anche quando vengono molestate. La prima sensazione che le donne provano quando vengono molestate o aggredite sessualmente è la vergogna. E questa generazione forse è quindi un pochino più libera, percepisce pesantemente l'attacco e ha voglia di muoversi un po'. Si alzano e dicono, beh, bisogna fare qualcosa. Ciò che più preoccupa Elisabetta è che la storia rischi di regredire, che il diritto all'aborto, conquistato con tanta fatica, sia ora di nuovo in discussione.
Ecco, noi siamo qua perché con forza dobbiamo opporci a chi ci vuole riportare indietro, è stato detto al Medioevo, ma neanche alla Controriforma, assolutismo e caccia alle streghe. È una crisi di misoginia come le streghe sul rogo. Elisabetta partecipa distrattamente alla manifestazione contro gli attivisti di pro-life. Donne in difficoltà la chiamano continuamente. Hai avuto un rapporto non protetto, dimmi pure, quando è successo? Ok, è un buon segno. Ok, io d'altra parte anch'io sono in una situazione un po' impicciata, perché io sono con la manifestazione a Verona contro il congresso delle famiglie, quindi non mi è tanto facile. Splendido, dalla parte delle donne. Le nostre grida di battaglia di oggi sono l'eco degli slogan dei tempi di Elisabetta. C'è da chiedersi se abbiamo fatto veramente dei progressi in tutti questi anni. Anche se la mia mamma e il mio papà non sono sposati, noi siamo una famiglia. Non siamo macchine per la riproduzione, siamo donne per la rivoluzione. Siamo le streghe che non siete riusciti a bruciare. A volte devi ricominciare a lottare per tutto quello che pensavi di avere già conquistato. Se non lo fai, senza accorgertene tornerai al punto di partenza. It is practically a mathematical law. Wherever groups join forces, the individual is oppressed. Suddenly, everyone agrees about everything that is wrong with you. In ancient Greece, those who were too powerful were eliminated by people writing their names on shards. Nowadays, we have more modern media for that. Wir freuen uns, dass die schwedische Opernsängerin Anne-Sophie von Otter wieder in Berlin ist und für einen Liederabend hier in der Komischen Oper probt. Es ist viel geschehen, seit sie das letzte Mal da war. Ende 2017 veröffentlichte eine schwedische Zeitung einen Artikel, in dem ihr Mann, der Theaterregisseur Benny Fredriksson, des sexuellen Fehlverhaltens gegenüber Schauspielerinnen beschuldigt wurde. Always the shortest way. Nachforschungen der Stockholmer Stadtverwaltung ergaben, dass dieser Artikel unberechtigt und irreführend gewesen ist. Für Benny Fredriksson kam diese Feststellung zu spät. Am 17. März 2018 nahm er sich, als er für einen Auftritt seiner Frau in Sydney war, im gemeinsamen Hotelzimmer das Leben. Wir alle hatten Mitgefühl mit Anne-Sophie, wussten aber zunächst nicht, was in ihrem Inneren vor sich ging. In der Theaterbranche haben sich recht viele Anschuldigungen dieser Art ja auch bewahrheitet. Doch the show must go on. Meine Glut braucht ein Ventil. Wenn mir einer heute gefiel, hoppla. So, do you get a plink before? Where do you want your plink? Es war ausgerechnet diese Show mit heiteren und wollüstigen Berliner Kabarett-Songs, für die Anne-Sophie mit ihrem Gesangspartner Wolfram Koch
sowie den Regisseur Barry Kosky und den musikalischen Leiter Adam Bensby, hier am Klavier, auch damals probte. Es ist genau diese Show, die aufgrund des dramatischen Ereignisses abgesagt werden musste und deren Proben hier, 2 Jahre später, für die Aufführung in Berlin stattfinden. Weil mir diese Leidenschaft immer wieder Freuden schafft. Hoppla, drum hab ich's gern. Hoppla, drum hat sie's gern. Ich hab niemals no gesagt, denn mein Typ ist sehr gefragt. Hoppla, von allen Herren. Von vielen Herren. Wie gingen Anne-Sophies Freunde, wie gingen wir Kollegen und wie ging sie selbst mit Bennys plötzlichem Tod um? Es gibt uns nicht. Sie möchte jetzt zwar darüber reden, will aber ihre Tränen keinesfalls mit dem Publikum teilen. We all have such wonderful memories of Benny, of his fun, boyish ways. He was very charming. You felt very seen. I was interested to meet him because, you know, I was 30 and I wanted to see who this person was. He fell in love with me, yes, I think. Really? I wouldn't look at each other at the end. So you've done the da-da-da-da-da, ba-da, ba-da, hello, Berlin! Wow, there. The years when the children were small, you grow together, and then I would say the last 10 years of our relationship, we really had fun. We really had felt very warm together. I think we were both looking forward to growing old together to see what would happen. I'm really sad that we are not going to grow old together. That's too bad. In einer Reihe von Artikeln, die ab dem 5. Dezember 2017 in der schwedischen Zeitung Aftonbladet veröffentlicht wurden, hat man Benny Fredriksson beschuldigt, seine Stellung als Theaterdirektor missbraucht zu haben, um von Schauspielerinnen sexuelle Gefälligkeiten zu erhalten. Später hat ein unabhängiger Untersuchungsausschuss diese Anschuldigungen für unwahr und unberechtigt erklärt. Doch da war das Unheil bereits geschehen. I think it was the beginning of December when this was published in the newspaper. For him, it was an enormous hit in the stomach, a humiliation, a shock, and he felt that he couldn't meet the accusations because they were anonymous and they were lies, you know. I mean, it was ridiculous. It really was. I mean, the Me Too movement is still there, and that's good. But this sort of witch hunt and poison. Quite quickly, he had a sort of paranoia that he didn't want to meet people in the street because he, you know, his picture was in the paper and he was afraid. He started quite quickly being afraid. He was getting more and more tense, very, very tense, and he couldn't relax and he didn't, you know, enjoy anything, basically. And then he really became sick. Very, very different from the Benny that I knew. It felt like looking down into a jar of tar, you know, asphalt, black. It was just black. Everything was black in his mind. Anne-Sophie von Otter gelingt es, ihre Gefühle unter Kontrolle zu behalten, wenn sie vor einem Publikum steht.
Sie traute sich sogar zu, in der Vorstellung nach dem tragischen Ereignis dennoch dieses Lied über Selbstmord von Hanns Eisler mit einem Text von Bertolt Brecht auf der Bühne zu singen. In diesem Lande und in dieser Zeit dürfte es trübe Abende nicht geben. Auch hohe Brücken über die Flüsse. Selbst die Stunden zwischen Nacht und Morgen. Und die ganze Winterzeit dazu. Das ist gefährlich. So how does it feel to come back to all of these songs after having them hibernate for, I don't know, 2 years or how long? Did we Marinate. Marinate. It's really, really good when you learn them and you practice them, and were very thorough with them about what they are about, and then they sort of lay somewhere, and occasionally I would think about them or sing them a little bit, but mainly they were marinating. A lot of that work happens by itself. I think it was like 4 weeks before our planned premiere, and then we got the tragic news, and then just... Yeah, I waited for a while to decide. I thought, I'd let some weeks pass, but in fact, I'm very glad we didn't do it. Me too, yeah. It would have been too early. It would have been forcing us all, not just me, to sort of be somewhere in our heads where we shouldn't be at that point, so... Das ist gefährlich. We were talking about doing Eisler because some of these songs they're sort of nice. I think we all wanted something a little dirty, a little rough, a little ugly that people don't think is nice, that they go. There's a sort of friction in the ear of the listener. Nochmal gleiche Stelle. Das ist 1, 2, 3. Das ist gefährlich. This was one of the songs that I liked musically and the text. It's a very compact song. Maybe for a while I thought I didn't want to sing this song because of its subject, but that was not a thought that I had for very long. Spielen wir das Ganze und dann geht es Attacke weiter in Der Wind hat mir ein Lied erzählt. Denn angesichts dieses Elends werfen die Menschen in einem Augenblick ihr unerträgliches Leben fort. End of February, we went to on this long, far away to Australia, New Zealand, and he had been looking forward to that, and he did not want to be at home in Sweden at all. And he was really in a bad shape, but I
It was hard for me to concentrate on my work. So I kept saying that we should cancel. I should cancel and we should go home so he could get treatment. But he absolutely said, no, 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 no. In the end, I did cancel when we were in Sydney, and that was the day when, you know, he was completely, how do you describe it? He was very sick. And then he decided to end his life. That was the end of his life. He became the prime example of what can happen in a witch hunt situation. The medieval shaming system is so unworthy of us. We were supposed to know something and use our knowledge for better purposes and not to sort of jump on people.